Pour la première séquence, je vais inviter Armelle Lebigot-Macot à nous rejoindre, Florine Pruchon, ainsi que Pierre-Alain Sartou. Je vous laisse prendre place au sommet de l'estrade pour que je puisse vous poser quelques questions. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange avec la salle après chacune de ces interventions. Je vous laisse vous installer. Merci à tous les trois d'être là. Et puis merci de vous prêter à cet exercice un peu particulier. En 5 minutes, de devoir résumer des sujets aussi importants qui occupent votre quotidien, celle de vos équipes, de vos bénévoles, etc. Je sais que l'exercice est particulièrement difficile. On va peut-être commencer avec Armelle Lebigot-Macot, si vous le voulez bien. Présidente du COFRAD, donc Conseil français des associations pour les droits des enfants. Vous êtes également présidente de Agir contre la prostitution des enfants. Le COFRAD, c'est une 50aine de structures qui agissent dans le secteur des droits de l'enfant. Vous êtes attentive à ce que la Convention internationale des droits de l'enfant soit bien appliquée. Et puis l'intérêt que vous avez dans votre regard aujourd'hui, c'est d'avoir un regard très large sur les sujets d'éducation, de santé, de famille, de scolarité. On s'est eu au téléphone et vous m'avez dit « Je suis content de venir, mais je suis un peu désabusé ». J'ai dit un peu, j'aurais pu ne pas dire le peut-être un peu. L'exercice qu'on vous demande à chacun, c'est de nous porter en quelques mots le regard que vous portez aujourd'hui sur les politiques enfance-jeunesse, particulièrement vous sur les questions d'enfance. Dans quel état d'esprit vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien, comment vous dire? Oui, désabusé. Très désabusé, mais c'est normal. Hein. À mon âge, j'ai quand même vu passer pas mal de choses. Mais je vous rassure, désabusé, mais combative. Combative, et je lâcherai un de ces quatre, mais tant que je n'ai pas lâché, je continue à y croire. Pourquoi j'y crois? C'est parce que, allez, on va faire le petit historique, de présidente du COFRAD depuis plus de 10 ans. J'ai eu des bonnes surprises, j'ai eu des mauvaises surprises, et j'ai beaucoup d'attentes. Et je regarde Sarah parce qu'elle le sait. J'ai envie de dire les mauvaises surprises, c'est quand même la déclaration de notre président qui, au moment de son 2e septennat, nous avait promis que la protection de l'enfance serait au cœur de son mandat. Et comment vous dire, je l'attends un peu. Bonne surprise quand on a eu Madame Cobbel qui a été rattachée à la Première ministre. On s'est dit, là, ça va être formidable. Eh bien, comment vous dire, elle n'avait pas beaucoup d'appareils, elle n'avait pas beaucoup de moyens, parce que justement, elle dépendait de la Première ministre en direct, et on a été également déçus. Bonne surprise aussi quand Adrien Taquet a pris ses fonctions, et je sais que tout le monde n'a pas été d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a tenu un certain nombre d'engagements, et je ne me prive jamais de le dire parce que, avec ma casquette de la prostitution, réellement, il m'a aidé, et j'en redirai un mot tout à l'heure. Donc, voilà, je suis combative parce que j'y crois. Je crois dans des personnalités fortes, comme celles qui se sont exprimées tout à l'heure. Je crois dans ce que dit Hélène, je crois dans ce que dit Sarah, à condition d'avoir les moyens. C'est l'éternel problème. Donc, je m'appuie beaucoup sur des jeunes autour de moi parce qu'ils ont envie d'y croire. Mais je ne vous cache pas que quand j'ai créé mes États généraux des droits de l'enfant, j'y croyais à mort. On a fait ça à l'Assemblée nationale, on a fait ça au Sénat. Et à chaque fois, j'ai honte. J'ai honte parce que les élus viennent les écouter, s'extasient sur ce qu'ils disent, mais ne font rien derrière. Voilà. Donc, j'aborderai tout à l'heure ce qui va être mon dernier combat. Je ne le dis pas tout de suite parce que je laisse un peu de suspense, Julien, mais voilà. Parce que au-delà de ces désillusions, j'ai énormément confiance dans les enfants. Je ne me serais pas engagée si je n'étais pas à ce point confiante dans la capacité des enfants à décider et à nous donner des idées. Nous, les vieux adultes que nous sommes, on a tout oublié. On a oublié notre créativité, on a oublié notre imagination. Et voilà. Et eux, ils nous rappellent tout ça. Et avec ça, on va sauver. On va sauver la France et on va sauver la planète. Donc j'y crois profondément, malgré tout. Donc ça, c'est pour le constat actuel. Les enjeux, votre vision des choses, c'est qu'il va peut-être falloir penser différemment les choses. Penser différemment, honnêtement, je voulais un peu suggérer. Moi, je crois dans l'action directe des jeunes. Parce que les enfants sujets de droit, vous l'avez rappelé, mais moi, je crois qu'ils sont acteurs de leurs droits.
Et il faut les rendre acteurs de leurs droits. La France a un retard considérable sur un certain nombre de pays anglo-saxons en particulier, où effectivement on leur apprend à prendre la parole, à débattre, à aller creuser les sujets. Donc voilà, moi aujourd'hui je me bats pour l'infantisme, enfin plutôt contre l'infantisme, qui est la discrimination des enfants. Je me bats pour la prise de parole des enfants et en particulier, j'ai parlé des états généraux, mais on a créé depuis l'année dernière la marche des enfants, donc les faire descendre dans la rue, les faire s'exprimer en direct. Et croyez-moi, là je sens que je tiens quelque chose de fort. On a beaucoup parlé aussi des conseils de jeunes, je suis beaucoup le HCFEA, je suis évidemment ce qui se passe au CESE, on a aussi notre conseil des jeunes, la Civise, on anime les groupes de la Civise au COFRAD, donc on est proche de ces jeunes et on est convaincu que si on leur donne vraiment les moyens de s'exprimer, de nous bousculer, il faut qu'ils nous bousculent, il faut vraiment qu'ils nous bousculent, eh bien ça rendrait la société meilleure. Donc ça c'est vraiment mon combat, mon dernier combat. Sur l'action forte que vous pourriez vouloir porter encore, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en ce moment sur la marche, sur les agoras, vous avez beaucoup d'actualités avec des formats un peu différents. S'il y avait une action forte que vous aimeriez porter, justement, ça serait laquelle? Alors là, je me retourne encore vers Sarah parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter directement, et là je prends ma casquette effectivement de la CPE. Vous savez, il y a 10 ans, quand j'ai soulevé le problème des enfants qui se prostituaient, je me suis fait claquer la porte au nez partout, y compris à la brigade de protection des mineurs qui me disaient oui, les petits roms de la Garde du Nord. Non, nos enfants, il y en avait 5 à 8 000 à l'époque. Aujourd'hui, c'est pour ça que je voudrais terminer là-dessus, alors que c'est un petit gros sujet, mais c'est un sujet concret sur lequel, là, je peux vous dire que quand on se mobilise, quand on est écouté par les pouvoirs publics, quand on a les moyens de mettre en place quelque chose, on arrive à faire bouger les choses. J'avais 0 salarié à la CPE, j'en ai maintenant 15 ou 16. Je suis convaincu que l'argent a commencé à tomber, merci Adrien, grâce au plan Taquet, et maintenant je sais que là-dessus, même si aujourd'hui les chiffres sont terrifiants, on parle de 20 000 enfants, moi ce qui me terrifie encore plus que le chiffre, c'est que ça descend en âge et que c'est là, on a des bébés, comment vous dire, des gamines de 12-13 ans qui se prostituent, les fameux réseaux sociaux, enfin tout a changé dans la prostitution même en 10 ans. Et là vraiment sur ce sujet-là, quand on a des moyens, je ne prétends pas qu'on va éradiquer le sujet, mais en tout cas, on a alerté. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus un seul département qui nie le fait qu'il y a de la prostitution autour des foyers de l'ASE, etc. Mais là, on commence à penser qu'on a enfin, non pas réglé le problème, mais pris la conscience du problème et qu'on va avoir l'argent, on va l'avoir. L'argent, non pas pour le résoudre, mais en tout cas pour le prendre en main et aider ces gamines qui ont tellement besoin qu'on les aide. Merci beaucoup, Armelle Le Bigot-Macot. Je vais laisser la parole maintenant à Florine, qui est juste à vos côtés. Florine Pruchon, donc coordinatrice de la dynamique des droits de l'enfant, responsable du plaidoyer à SOS Village d'enfants. La dynamique, c'est 30 associations non gouvernementales, associations, collectifs engagés dans tous les domaines de l'enfance, avec un axe très fort sur la question de l'expression, un lien très fort avec l'ANASEJ également. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ANASEJ de m'avoir proposé d'intervenir sur cette table ronde. Donc effectivement, avec l'ANASEJ et la dynamique pour les droits de l'enfant, on a quand même un lien singulier, puisque l'ANASEJ est un des membres fondateurs de la dynamique pour les droits des enfants que vous venez de présenter à l'instant. Ce qui est assez quand même aussi original au niveau de la dynamique, c'est qu'on rassemble des associations, des organisations actives dans tous les champs de l'enfance, que ce soit l'éducation, la justice, la protection, le handicap, la santé. Et c'est ce qui fait aussi notre richesse. Et bien sûr, mes deux collègues à droite et gauche représentent des organisations qui sont membres de la dynamique pour les droits des enfants. La dynamique, en 2023, a fait le choix de se recentrer sur certains sujets que j'évoquerai un peu plus tard tout à l'heure, à savoir les enjeux de gouvernance et de participation des enfants et des jeunes. Et l'ANASEJ, forcément, n'y est pas pour rien aussi de ce choix, et ça montre aussi le rôle de l'ANASEJ au sein de notre réseau. L'ANASEJ est également très impliquée sur différentes actions. Je vais en citer 2 qui étaient phares dans les dernières activités de la dynamique et pour lesquelles vous avez eu un rôle singulier. Tout d'abord, en novembre 2023, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, nous a invité la dynamique à venir échanger avec des enfants et des jeunes sur les enjeux du numérique. Et donc l'ANASEJ a été très mobilisée à la fois pour construire la séquence, mobiliser son réseau et
et être présent sur ces temps-là. Ou encore récemment, on l'a évoqué tout à l'heure, et je regarde en face de moi El Noirier, on a travaillé en lien étroit avec le CESE sur la mise en place d'un premier dispositif de participation des enfants et des jeunes qui était unique, puisque c'était le premier, pour qu'ils puissent exprimer leur avis et leurs opinions sur un avis lié à la santé mentale des enfants et des jeunes. Et là encore, la NACEJ a répondu présent, puisque la NACEJ s'est impliquée sur la co-formation des agents du CESE, la co-animation d'ateliers, et bien sûr à mobiliser son réseau. Pour tout cela, je tiens vraiment à vous remercier, le réseau ANACEJ, et puis à remercier plus particulièrement Marie-Pierre, qui est quand même très très impliquée dans toutes les activités de la dynamique. Merci. Sur le constat que vous pouvez partager avec nous, vous avez sorti un observatoire il n'y a pas très longtemps avec beaucoup d'enseignements. Jonathan Bocquet a dit on connaît les chiffres, on sait ce qu'il en est. Est-ce qu'on arrive quand même à sortir quelques éléments un peu clés qui vous semblent fondamentaux de repartager avec nous ? Oui, tout à fait. Alors déjà, j'ai amené un petit exemplaire de l'observatoire pour que vous puissiez le visualiser toutes et tous. Et bien sûr, il est accessible en ligne sur notre site. En 2024, c'était une année assez importante pour les droits de l'enfant puisqu'on fêtait le 35e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi les 100 ans de la Déclaration de Genève pour les droits de l'enfant et qui est vraiment le texte fondateur sur la question des droits des enfants. Et pourtant, la situation, elle reste toujours très préoccupante, voire même, de notre point de vue, elle se détériore sur la question des enfants. J'ai listé quelques chiffres, je ne vais pas tous les lire, mais je vais vous en donner quand même 3-4. On a sorti une tribune dans Le Monde, dans laquelle la NACEJ, vous étiez co-signataire en janvier dernier pour interpeller. Mais voilà, aujourd'hui en France, on a encore plus de 3 millions d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça représente un enfant sur 5, 8 sur 10 à Mayotte. On a 2 000 d'entre eux qui vivent à la rue et 40 000 qui sont dans des hébergements d'urgence. On a une mortalité infantile qui s'accroît pour la première fois depuis des décennies. On a des milliers de mineurs isolés qui restent sans protection, et pourtant ils devraient être protégés. En ce qui concerne la protection de l'enfance, on a aujourd'hui 3 000 mesures de protection ordonnées par les magistrats pour des enfants en danger qui ne sont pas exécutées faute de moyens. Et au niveau international, parce que la dynamique travaille sur les enjeux France et international, on voit que les enfants sont de plus en plus victimes de crises, qu'elles soient écologiques, de conflits armés, de crises économiques, sociales. Et on en a 460 millions qui vivent dans des zones de conflit. Et la liste, encore, je vous ai sélectionné que quelques chiffres pour être encore longue. Et face à cette sombre réalité, pour nous, aujourd'hui, la réponse publique, elle n'est pas encore totalement à la hauteur. Les services publics de l'enfance se détériorent, vraiment. La protection de l'enfance connaît une crise inédite. Comme le disait Armelle tout à l'heure, on avait beaucoup d'espoir, en fait, dans le discours de l'entre-deux tours, quand Emmanuel Macron a dit que la protection de l'enfance serait la priorité de son second quinquennat. Aujourd'hui, voilà, on voit qu'elle traverse une crise qui est quand même assez inédite. L'offre de soins et de prévention décline, la justice pénale des mineurs poursuit un tournant répressif à notre goût, les logiques de rentabilité contaminent progressivement l'accueil des jeunes enfants et l'accès à l'hébergement et au logement est entravé et la précarisation et la pénurie des professionnels touchent l'ensemble des secteurs de l'enfance. Donc toutes ces mesures, elles ont un impact direct sur la vie des enfants et sur l'effectivité de leurs droits et pour nous, il y a aujourd'hui urgence à agir pour les enfants. Sur les enjeux, au vu de vos propos, je devine qu'il y a un vrai sujet autour de la gouvernance. Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est un des axes majeurs de la dynamique. Et nous, si on avait une proposition phare sur le sujet, ça serait que soit mise en place une véritable stratégie globale, nationale et cohérente pour l'enfance, qui s'inscrit dans une logique pluriannuelle et surtout avec des financements, avec une loi de programmation qui soit dédiée pour mettre cela en place. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame la Ministre, cette stratégie, elle doit prendre l'enfant dans sa globalité. Elle doit avoir une approche à 360. Et on doit vraiment sortir de cette logique de silo où on a l'enfant élève, l'enfant délinquant, l'enfant malade, l'enfant accueilli en protection de l'enfance. Il est vraiment nécessaire d'appréhender l'enfant comme un tout et d'avoir cette approche globale qui se base sur les 4 principes directeurs de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle doit penser les enfants qui vivent en métropole et ne pas oublier celles et ceux qui sont en outre-mer qui ont aussi des besoins particuliers. Elle ne doit pas également oublier les enfants et les jeunes qui sont bénéficiaires de l'aide publique au développement française. Cette demande de stratégie est également poussée par la Commission européenne, mais aussi par le comité des experts des Nations Unies. Ce n'est pas quelque chose qu'on pousse que nous, la société civile, ça vient aussi quelque chose au niveau international. Et pour nous, l'élaboration et la mise en place de cette stratégie passe par des instances de pilotage dédiées, que ce soit à votre niveau, Madame LRI, soit aussi par un ministère dédié sur le sujet. Et pour nous, c'est essentiel aussi qu'elle soit accompagnée, je le disais tout à l'heure, d'un plan de financement pluriannuel pour l'enfance, pour réinvestir dans les secteurs qui s'occupent de nos enfants et en faire une véritable priorité. Sur les actions concrètes, il y avait également la question de la participation et de la place des enfants. Vous aviez une réflexion aussi autour du Parlement des enfants ? Oui,
Tout à fait. En fait, un des chevals de bataille de la dynamique, c'est de renforcer la participation des enfants aux politiques publiques. Et donc, pour ça, on a 3 mesures phares qu'on porte. Et j'en parlais déjà avec Mme Aléry il y a quelques années, quand elle était secrétaire d'État à la jeunesse. C'est la réforme du Parlement des enfants, puisqu'aujourd'hui, c'est un espace qui existe, mais qui est plus un espace d'éducation morale et civique, selon nous, mais qui n'est pas un espace où on associe les enfants et les jeunes à l'élaboration de la loi et au contrôle de l'action gouvernementale. Et pourtant, on pense qu'il y a des choses qui pourraient être menées. On souhaiterait également que ce Parlement des enfants il soit dupliqué au Sénat, vraiment, pour que ça soit dans les 2 chambres. Et enfin, on en parlait tout à l'heure avec Sarah El Haïry, on pense qu'il serait vraiment intéressant qu'il y ait un comité d'enfants et de jeunes qui travaille avec vous sur la mise en place de cette stratégie, son suivi et l'ensemble des actions qui les concernent. Et la dynamique, on en parlait en coulisses, mais je leur dis publiquement, est prête à travailler avec vous sur ces sujets. La semaine dernière, quand on était au CESE, il y avait un jeune enfant qui avait travaillé sur le dispositif de participation que j'évoquais. Il disait, bon, c'est bien, il y a des petits pas, mais c'est quand qu'on fait des grands pas? Et ça m'a beaucoup marqué, parce que c'est vrai, moi je trouve quand même que les choses progressent un petit peu, mais on y va par la politique des petits pas. Et maintenant, sur la participation, on est convaincus. Vous l'évoquiez tout à l'heure, M. Bocquet, on a les propositions, on sait quoi faire. Maintenant, c'est comment on y va et quels moyens on se donne pour y aller. Merci beaucoup, Florine Pruchon. À vos côtés, Pierre-Alain Sartou, je vous laisse allumer votre micro. Vous êtes directeur général du Conseil national des associations de protection de l'enfance. C'est la première fédération nationale représentative des associations. C'est 200 associations d'adolescents, de jeunes adultes en difficulté. Vous coordonnez également le collectif des 400 000. On vous a entendu, on vous a vu dernièrement un peu dans la presse, aussi avec un peu un sentiment amer en ce moment. Quel constat vous portez aujourd'hui sur tous ces sujets ? Merci beaucoup pour cette introduction. C'est la Convention nationale des associations de protection de l'enfant, mais l'idée est là, c'est-à-dire que aujourd'hui je porte la parole d'associations qui accompagnent au quotidien des enfants et des jeunes parmi les plus vulnérables d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui sont accompagnés en protection de l'enfance, mais aussi les enfants en situation de handicap. Vous l'avez dit, j'ai pu porter notamment dans le cadre du collectif des 400 000 qui fait référence en fait aux 400 000 enfants qui aujourd'hui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance, un chiffre qui est en hausse constante depuis 20 voire 30 ans. On fait un constat amer effectivement sur l'état des politiques de l'enfance dans ce pays, alors qu'effectivement il y a urgence à agir. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui on a une politique de l'enfance et de la jeunesse qui se situe dans un no man's land, en particulier pour la protection de l'enfance, entre l'État, entre les départements, entre d'autres acteurs qui se regardent un petit peu en chaîne faïence et qui n'osent pas véritablement avancer parce qu'ils sont tétanisés, en particulier pour des raisons budgétaires. Je pense que malheureusement les sujets budgétaires, on va ne faire que commencer à en parler aujourd'hui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui pour la protection de l'enfance, c'est vraiment l'alpha et l'oméga des discussions entre l'État et les départements, et cela se fait évidemment au détriment de ce qui doit être l'essentiel à nos yeux, c'est-à-dire comment on accompagne dignement les enfants dans ce pays, notamment les plus vulnérables, comment on prend en compte leurs besoins fondamentaux, voire leurs besoins spécifiques. Je reparle encore une fois de ces enfants en situation de handicap qui souvent n'ont pas de solution d'accompagnement digne. Et à ce titre, aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche véritablement une réponse et on veut mettre fin à ce no man's land. Donc heureusement, on a quelques initiatives, on a quelques personnes très valeureuses, donc notamment effectivement Sarah Eric, que je salue, qui s'y aventurent, qui ont des incartades dans ce paysage-là. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une vision, véritablement. Là, on est effectivement en accord complet avec la dynamique des droits de l'enfant. On a besoin d'une vision, et pour avoir une vision, il faut qu'on sorte de l'urgence, il faut qu'on sorte de la myopie qui fait qu'aujourd'hui, on se préoccupe que de la situation d'urgence, du nombre d'enfants qu'il faut accompagner, et qu'on n'arrive pas véritablement à se projeter à l'horizon de 5, 10 ou 15 ans pour les enfants et les jeunes qui sont quand même l'avenir de ce pays. Sur les enjeux, il y aurait énormément de choses à dire. Il y a un axe qui est assez important dans ce que vous portez, c'est la question du soutien familial. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus d'enfants, y compris les tout petits, y compris des bébés, sont placés. C'est une réalité qui est relativement nouvelle, inédite, et qui doit vraiment nous interpeller collectivement, parce que ça signifie que quelque part, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on n'a pas su accompagner des familles en difficulté, au sein desquelles on aurait pu peut-être essayer de protéger les enfants et ne pas avoir à les détacher de leur cocon familial. C'est ce qu'on appelle la prévention.
c'est absolument essentiel. Ça fait le lien avec énormément d'autres politiques qui sont représentées par des personnes dans cette salle, très en amont de la protection de l'enfance. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, à défaut de pouvoir se concentrer sur vraiment des mesures qui sont les plus urgentes pour les enfants qui véritablement font l'objet de violences, de maltraitance, de négligences graves, on a beaucoup de situations, malheureusement, on a des familles en difficulté qui se retrouvent en protection de l'enfance là où elles n'auraient jamais dû y être. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui en protection de l'enfance, tous les dispositifs sont saturés. Donc ça, c'est un premier enjeu que je voulais évoquer avec vous. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui me paraît tout aussi essentiel, et il a été évoqué en introduction de ce colloque, c'est la participation pleine et entière des enfants et des jeunes. On l'entend souvent, et je pense qu'on va beaucoup en parler ici aujourd'hui, par la capacité à donner une voix à ces enfants et à ces jeunes. Nous, on l'entend aussi par la capacité à permettre à ces enfants et à ces jeunes d'avoir une participation à la vie économique, à la vie sociale, à la vie culturelle du pays. C'est-à-dire, très concrètement, de faire en sorte que la protection de l'enfance, que le médico-social enfant ne soit pas uniquement des fabriques à exclusion, que les jeunes majeurs qui sortent des dispositifs de protection de l'enfance ne soient pas systématiquement disqualifiés, voués à une forme de déterminisme social qui les exclut de l'emploi, qui les exclut de l'accès au logement, tout simplement. Et là, on a véritablement un enjeu collectif à se dire que ces enfants-là doivent être, comme tous les enfants, finalement, des citoyens en construction et qui doivent s'insérer complètement dans la société. Donc ça, c'est l'enjeu des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, sur laquelle on travaille beaucoup au sein de la CNAP et aussi avec Florine sous une autre casquette. Mais ça me semble être un aspect absolument essentiel qu'on doit avoir en commun. Il y a beaucoup d'actions que vous mettez en œuvre, certaines que vous êtes en train de travailler. L'action forte à porter, c'est sur la question de l'accueil justement de ces enfants? Oui, c'est un exemple parfait, à mon sens, d'un choix de la dignité devant les impératifs budgétaires. Aujourd'hui, en protection d'enfance, à la différence de la petite enfance, c'est-à-dire l'accueil dans les crèches, ou à la différence notamment des filières de l'animation, il n'y a pas de taux d'encadrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accepte tout à fait que dans ce pays, des pouponnières qui accueillent des bébés de 0 à 3 ans, des maisons d'enfants à caractère social, soient complètement surpeuplées par rapport au nombre de professionnels qui y travaillent, parce que tout simplement, il n'y a pas de règles qui fixent le nombre de professionnels et le nombre d'enfants maximum accompagnés par professionnels. Alors que, évidemment que c'est le cas pour les crèches, parce que c'est une question de dignité, c'est une question de respect des droits fondamentaux. En protection de l'enfance, pour une raison qui, honnêtement, historiquement, nous échappe complètement, il n'y a pas véritablement de protection à ce titre pour les enfants, et puis pour les professionnels, qui sont évidemment tous, lorsqu'ils sont dans des dispositifs saturés, en situation de grand danger en termes de conditions de travail, cela n'est pas mis en place. Et le principal frein à ce que ce soit mis en place, il n'est pas en termes de est-ce qu'il faut le faire, c'est en termes de combien ça va coûter. Et aujourd'hui, on a des discussions très fortes avec l'administration sur le cas des pouponnières. On parle des bébés, le placement des tout-petits, c'est quand même une urgence absolue. Malheureusement, ce qui est proposé aujourd'hui ne va pas du tout assez haut dans ce qu'on devrait faire pour que tout simplement, collectivement, on accepte que des bébés qui soient très vulnérables, en rupture avec leur famille, soient correctement accompagnés. Merci beaucoup à tous les trois de vous être prêtés à cet exercice de synthétiser vos visions, vos regards et avec des actions claires et précises. On va prendre un temps d'échange avec la salle entre chaque séquence. On va faire tourner le micro si vous souhaitez prendre la parole pour soit apporter un complément en regard de votre activité ou alors réagir à ce que vous venez d'entendre des différents propos. Le micro peut circuler. Qui souhaite s'exprimer sur les questions enfance? Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Sandrine Baylac, je suis conseillère départementale dans le 31 en Haute-Garonne. Moi, je partage les constats, bien sûr, tous les jours. La problématique des taux d'encadrement dans les pouponnières, la situation de la protection de l'enfance. C'est malheureusement aujourd'hui une problématique de notre quotidien. Néanmoins, là, ce qu'il me semble, et j'ai besoin de votre éclairage là-dessus, c'est une dégradation de la situation, que ce soit en termes de droits de l'enfant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que ce soit en termes de protection de l'enfance. On assiste à une dégradation. Et la question qui se pose, c'est quel en est l'accélérateur de cette dégradation qui paraît galopante là aujourd'hui et très inquiétante. Qui souhaite répondre? Peut-être un peu des trois. Alors, effectivement, on a alors, la dégradation, notamment
relativement au nombre d'enfants accompagnés en protection de l'enfance, qui implique qu'aujourd'hui les départements font face chaque année à une augmentation de leurs dépenses de 3, 4, 5% selon les départements, ce qui est énorme. Ça peut être aussi une bonne nouvelle. C'est qu'on a une société qui, en avançant, devient de moins en moins tolérante aux violences et maltraitances que subissent les enfants et font notamment appel aux dispositifs tels que le 119, appel pour l'enfance en danger. Le problème que l'on a, c'est que face à cette augmentation des besoins qui est croissante, on n'a pas de dispositif qui, en face, en termes d'offres d'accueil, est à la hauteur. Pourquoi ? Parce que l'État, c'est sûr, a un peu lâché du lest en matière d'accompagnement des enfants. Les départements sont exsangues. Et donc, en fait, on se retrouve face à, quelque part, une situation qui devient absolument intenable. Et on revient sur ce que j'indiquais dans mon exposé, c'est que, finalement, vous vous retrouvez, vous, notamment au niveau des départements, à gérer l'urgence, et que l'urgence, et la vision, elle a disparu. Moi, je voudrais juste rajouter un petit mot, c'est pour rebondir sur ce que tu disais. Le fait qu'on ait décidé de confier au département ces missions-là nous ont fait perdre aussi cette vision plus centralisée de la protection de l'enfance. Donc maintenant, chacun se renvoie la balle et je m'interroge sur effectivement le fait que l'État s'est débarrassé entre guillemets sur les départements et qu'aujourd'hui, voilà, on régresse réellement parce qu'il n'y a pas de vision globale, unique et transversale surtout. Combien de fois on a demandé d'avoir quelque chose d'interministériel pour qu'on ait ce regard global sur les enfants et leurs parents et leurs accompagnateurs, etc. Aujourd'hui, c'est complètement parcellisé, disséminé et je pense que le vrai sujet, il est là. Florine, vous vouliez rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Oui. Tenez. Oui, bonjour. Je m'appelle Caroline Schlenker, je travaille à la ville de Lyon, très nouvellement. Et on vient de lancer une journée du lancement du conseil municipal d'adolescents. On avait 67 adolescents et c'était juste un petit étonnement sur ce qui s'est passé cette journée-là. C'était samedi. Des 11 à 14 ans, 65 11 à 14 ans, on pensait tous qu'ils allaient parler des écrans dans les thématiques qu'ils voulaient aborder. Ils ont parlé du mal-logement, de la malnutrition et de l'accueil des habitants migrants comme étant des sujets importants. Ils l'ont répété à plusieurs reprises. Donc c'était pour aller un peu dans votre sens que les écrans, pour eux, ils étaient ambivalents par rapport à la question des écrans qui vient d'être nommée comme une priorité. Par contre, très soucieux des autres enfants qui habitaient Lyon. Voilà. Merci pour ce témoignage et cette illustration. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Peut-être je peux juste ajouter un tout petit mot là-dessus. Les jeunes qui sortent de la protection de l'enfance, ils en sortent entre 18 et 21 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge à laquelle les jeunes décohabitent, c'est-à-dire sortent de leur domicile familial, c'est 26 ans. Donc, il faut imaginer ce qu'on demande à des jeunes qui ont à peine atteint la majorité réglementaire, d'être complètement autonomes, y compris en matière de logement, d'accès à l'emploi, de mutuelle, de santé. La marche est très très haute pour beaucoup d'entre eux, ce qui explique qu'on a aussi une spirale d'exclusion. Merci à tous les trois pour vous être prêtés à cet exercice.